Tout s'est joué en 180 secondes. À peine le temps de respirer, et pourtant suffisamment pour faire vaciller l'architecture politique du continent. Olaf Scholz venait d'achever son numéro favori. Rappeler, avec cette assurance tranquille, que Berlin restait le maître du jeu européen. Convaincu d'avoir une fois encore recadré Paris, il s'attendait au hochement de tête habituel venu du camp français. Mais le scénario bien huilé s'est fissuré. Sébastien Lecornu s'est levé. Une phrase, puis une autre. Et soudain, un silence compact a figé la salle du Conseil européen. On n'assistait pas à une divergence protocolaire de plus. Non. C'était l'instant précis où la France signifiait à l'Europe entière que l'époque des leçons venues d'outre-Rhin touchait à sa fin. Scholz croyait avoir tendu un piège stratégique. Il venait d'y marcher lui-même. Bruxelles, bâtiment du Conseil. Ce matin-là, l'air vibrait presque. Autour de la table, 27 dirigeants réunis pour parler chiffres, budget et avenir économique commun. Officiellement, une réunion technique. Officieusement, un duel feutré entre deux visions irréconciliables. La rigueur méthodique défendue par l'Allemagne et la flexibilité assumée que la France cherchait à imposer. Tout le monde le sentait. Ce sommet ne serait pas ordinaire. Scholz débarque à Bruxelles, entouré de son équipe, dans le confort de ses certitudes. L'Allemagne, moteur économique du continent, a pris l'habitude de tenir le volant pendant que les autres regardent la route. Depuis des années, Berlin écrit les règles et tout le monde s'adapte, surtout Paris. Du moins, c'est ce que Scholz se raconte. Avec une France secouée par des remous politiques internes, il s'imagine déjà refaire le coup. Imposer sa ligne, rappeler qui paye et donc qui décide. Sauf qu'il lui manque une information essentielle. Pendant que la machine allemande avance au rythme de ses automatismes, Sébastien Lecornu, lui, a passé des semaines à aiguiser sa riposte. Il n'a pas fait le déplacement pour discuter gentiment autour d'un compromis tiède. Il est venu pour déplacer les plaques tectoniques européennes. Et ça, presque personne ne le voit encore venir. Presque. Car au fond de la salle, Emmanuel Macron observe, tranquille, avec ce petit sourire énigmatique de quelqu'un qui connaît déjà la fin du film. Et le film démarre dès la première séquence. Scholz prend la parole, sûr de lui, porté par ce poids économique qui lui sert de badge d'autorité. Il s'adresse à l'Assemblée avec cette cordialité légèrement professorale qui, depuis longtemps, donne des boutons à plusieurs capitales. Chers collègues, puis il enchaîne sur la leçon. Période difficile, rigueur, sérieux, responsabilité. Traduction, serrons la ceinture. Mais surtout chez les autres. La routine est parfaitement rodée. Il pointe les comptes français, fustige les plans de relance, vend l'austérité comme si c'était un remède universel. Chaque phrase vise à réinstaller une hiérarchie. L'Allemagne en donneuse de leçons, la France en élève supposément dissipée. Scholz croit déjà tenir sa scène, sa proie, son moment. Sauf que Lecornu ne joue pas le rôle prévu. Pas de défense paniquée, pas d'excuses, pas de justification. Il note, il regarde, il laisse passer l'orage. Et quand la première salve s'éteint, il lève enfin les yeux et lâche d'un ton impeccablement poli « C'est terminé, monsieur le chancelier ?» Rien d'agressif en apparence. Pourtant, dans cette voix, il y a un détail, un froid discret, quelque chose qui suffit à faire grimper l'inconfort du côté allemand. Lecornu se redresse lentement. « Si vous le permettez, je vais répondre point par point », annonce-t-il d'une voix posée. À cet instant précis, le temps semble se contracter. Les 180 secondes qui suivent vont renverser la table. Il fixe le chancelier. Calme absolu. Vous évoquez la rigueur budgétaire, monsieur Scholz. C'est presque émouvant, venant d'un pays dont la prospérité s'est largement nourrie des marchés de ses voisins. La première frappe est nette. Autour de la table, les regards se figent. Parler ainsi à Berlin relève presque du sacrilège. Sans hausser le ton, Lecornu ouvre un dossier soigneusement préparé. Rafraîchissons quelques mémoires. Votre pays affiche un excédent commercial annuel de 300 milliards d'euros. Une performance remarquable. Mais d'où vient cette manne? Des États européens qui absorbent vos exportations. Scholz tente d'intervenir, d'introduire une nuance sur les mécanismes du commerce international. Trop tard. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, monsieur le chancelier. Voilà des années que nous écoutons vos sermons économiques.
Accordez-nous, pour une fois, le privilège d'être entendus. L'atmosphère a changé de nature. On n'est plus dans l'échange feutré, mais dans le face-à-face frontal. Le Cornu poursuit, plus tranchant. Votre système, présenté comme un modèle de vertu, ressemble surtout à un intérêt national habilement maquillé. Vous recommandez la frugalité à vos partenaires tout en optimisant chez vous des pratiques qui fragilisent les autres. Vous déplorez nos déficits, mais votre croissance dépend aussi de notre consommation. Autour de la table, certains dirigeants oscillent entre fascination et inquiétude. Personne n'avait osé aller aussi loin. Puis vient l'estocade. Et que dire de l'énergie? Pendant que vous plaidiez pour l'autonomie stratégique européenne, vous finalisiez Nord Stream. Une belle illustration de solidarité, surtout envers Moscou. La salle encaisse le choc. Le nom de Poutine résonne comme une détonation. Le visage de Scholz se ferme. Vous caricaturez la situation. Le Cornu ne cède pas un millimètre. Caricaturer? Parlons alors de votre dépendance au gaz russe, de vos hésitations à soutenir militairement l'Ukraine, de votre indulgence prolongée envers le Kremlin. Où est l'exagération? Scholz tente de redresser la barre, cherchant à reprendre la main. Mais le Cornu ne lui en laisse pas l'occasion. Depuis toujours, Berlin privilégie ses exportations avant l'intérêt collectif, lance-t-il sans détour. Et vous venez aujourd'hui distribuer des certificats de vertu? Franchement, cela frôle l'absurde. La tension grimpe d'un cran. L'air semble chargé d'électricité. Dans leur cabine, les interprètes s'efforcent de suivre le rythme d'un échange devenu incandescent. Les caméras captent chaque seconde, mais le Cornu n'a visiblement pas l'intention de ralentir. Il enchaîne, méthodique. Souhaitez-vous que nous revenions sur votre gestion des flux migratoires, sur votre manque d'appui envers Rome et Madrid, ou préférez-vous discuter des projets de défense commune que vous avez systématiquement freinés? Scholz tente une ultime réplique. Ces reproches sont des éléments documentés, tranche le Cornu en soulevant son dossier. Dois-je citer les conclusions officielles de la commission? Ou bien donner la parole à nos partenaires italiens et espagnols? Le chef du gouvernement italien incline la tête. L'Espagnol confirme d'un geste. À cet instant, le chancelier comprend que le sol se dérobe sous ses pieds. Les soutiens habituels s'éloignent. L'isolement commence à prendre forme. Le Cornu reprend la parole, mais cette fois, la chaleur a disparu. Sa voix est devenue tranchante, presque métallique. Monsieur le chancelier, vous commettez une erreur fondamentale. Vous prenez la domination pour du leadership. Inspirer, ce n'est pas imposer. Rassembler, ce n'est pas contraindre. Autour de la table, le silence est total. Jamais un responsable français n'avait affronté Berlin de façon aussi frontale. Scholz, habitué à faire pencher les débats grâce au poids financier de son pays, vacille soudain. Le Cornu poursuit, implacable. La France ne supporte plus votre suffisance. Nous sommes lassés des sermons répétés, des airs supérieurs, de cette morale économique à géométrie variable. Depuis des décennies, personne n'avait adopté un tel ton face aux dirigeants allemands. Vous souhaitez nous enseigner l'orthodoxie budgétaire? Très bien. Alors commencez par prendre vos propres engagements au sérieux. Validez un budget européen ambitieux. Investissez réellement dans la transition écologique. Ouvrez vos appels d'offres. Montrez l'exemple au lieu de distribuer des conseils. Scholz tente une riposte précipitée. L'Allemagne apporte davantage que... L'Allemagne investit là où cela sert ses intérêts, coupe le Cornu sans hésiter. Ce n'est pas de l'altruisme européen, c'est une stratégie de puissance. Puis il se tourne vers l'ensemble des dirigeants. Regardez la scène. À chaque critique adressée à Berlin, on nous accuse d'ingratitude. Mais l'Union européenne n'est pas une faveur accordée par l'Allemagne. C'est une construction commune entre partenaires d'égale dignité. La réaction dépasse toutes les attentes. Les pays d'Europe centrale se lèvent en premier. Les États méditerranéens suivent. Même certains proches traditionnels de Berlin applaudissent, plus discrètement. Scholz reste figé, isolé. Son regard cherche un appui qui ne vient pas. Colère et incompréhension se lisent sur son visage. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, il subit, en pleine lumière, un revers cinglant devant ses homologues. Le Cornu conclut avec calme. Le temps où l'Allemagne imposait sa ligne au continent appartient au passé. Nous coopérerons, oui, mais d'égal à égal. Plus jamais sous contrainte. Un silence lourd tombe sur la salle. Puis les discussions reprennent comme si rien n'était arrivé.
Pourtant, chacun le sait, quelque chose vient de basculer. En quelques minutes à peine, le rapport de force européen a changé. Dans les heures suivantes, les délégations se pressent autour de Lecornu. Le chef du gouvernement italien glisse « Il fallait que quelqu'un le dise enfin ». Le dirigeant espagnol renchérit « Nous attendions ce moment depuis longtemps ». Le plus surprenant, c'est peut-être venu du Nord. Les capitales scandinaves, d'ordinaire alignées sur Berlin, ont commencé à prendre leur distance. À voix basse, le chef du gouvernement danois souffle à Lecornu « Vous venez de déverrouiller quelque chose en Europe ». Côté allemand, le contraste est brutal. Les visages sont fermés, les conseillers s'agitent, tentant de contenir l'incendie médiatique. Mais le choc est déjà enregistré. Depuis la réunification, jamais l'Allemagne ne s'était retrouvée aussi seule dans une enceinte européenne. La presse s'emballe aussitôt. ARD évoque une gifle politique à Bruxelles. La BBC parle d'un moment charnière entre Paris et Berlin. Reuters souligne le retour en force de l'influence française. Quant au Financial Times, il résume froidement « En quelques minutes, Lecornu a déplacé le centre de gravité européen. » En ligne, c'est l'explosion. Le mot-clé « #Lecornu contre Scholz » grimpe en tête des tendances à travers le continent. Les séquences de l'échange circulent à une vitesse fulgurante, cumulant des millions de vues. Les commentaires pleuvent. Enfin, quelqu'un qui répond à l'Allemagne. Un nouveau visage du leadership européen. Scholz mis en difficulté par Paris. Dans les coulisses diplomatiques, l'agitation est palpable. Rome, Madrid, Varsovie saluent ouvertement l'initiative française. Un diplomate italien résume l'état d'esprit. Il a exprimé publiquement ce que beaucoup pensaient en privé. À Berlin, c'est l'incompréhension. L'entourage du chancelier dissèque chaque minute de la confrontation. Comment cette offensive a-t-elle été préparée avec une telle précision? Quelle était la source de ces documents brandis au bon moment? Les analystes allemands vont passer des semaines à décortiquer ce revers inattendu. À Paris, en revanche, le climat est tout autre. À l'Élysée, on savoure. Macron, qui avait laissé toute l'attitude à son premier ministre, se félicite. Sébastien a été impeccable. Il a prouvé que la France s'est encore créé la surprise. Et l'impact dépasse largement la scène bruxelloise. Dans les semaines suivantes, plusieurs dossiers européens jusque-là bloqués reprennent vie. Le financement commun de la défense, longtemps freiné par Berlin, retrouve une dynamique. La taxe carbone aux frontières progresse à vive allure. En l'espace de 3 minutes, Lecornu a obtenu ce que des années de discussions laborieuses n'avaient pas réussi à arracher. Rééquilibrer le jeu européen. Mais au-delà des décisions concrètes, c'est une image qui s'est métamorphosée. Celui que beaucoup voyaient comme un gestionnaire discret apparaît désormais comme une figure capable d'affronter le poids lourd allemand sans trembler. Et cette audace change tout. L'onde de choc ne s'arrête pas aux portes de Bruxelles. En quelques heures à peine, toutes les capitales européennes vibrent au même rythme. À Rome, Giorgia Meloni réunit son cercle rapproché en urgence. Le ton est grave, mais l'enthousiasme perce. « Nous venons de vivre un basculement », affirme-t-elle. Lecornu a accompli ce que plus personne n'osait tenter. Parler à Berlin sans détour. Son chef de la diplomatie enfonce le clou. C'est le moment d'avancer nos propres priorités européennes. Si Paris peut affronter l'Allemagne, rien ne nous oblige à rester en retrait. Même énergie à Madrid. Pedro Sanchez, qui encaissait depuis des mois les remontrances allemandes sur les comptes publics espagnols, respire enfin. Quelqu'un a fini par dire que le roi était nu, glisse-t-il à ses ministres. On nous traitait comme des subalternes. Lecornu vient de rappeler que nous sommes des associés, pas des sujets. Plus à l'est, l'écho est tout aussi puissant. À Varsovie, Mateusz Morawiecki savoure l'instant. L'assurance allemande vient de se heurter à un mur, lance-t-il devant son gouvernement. En 3 minutes, Lecornu a fait ce que nous tentions depuis des années, rééquilibrer la relation avec Berlin. À Budapest, Viktor Orban, pourtant familier des bras de fer avec les institutions européennes, salue la manœuvre française. Il a prouvé qu'on peut contester l'Allemagne sans quitter l'Union, analyse-t-il. Une démonstration politique remarquable. Mais c'est peut-être à Prague que le signal est le plus fort. Habituellement mesuré dans ses propos envers l'Allemagne, le chef du gouvernement tchèque change de registre. Devant la presse, il assume. Lecornu a mis des mots sur un malaise partagé. Berlin nous considère trop souvent comme des clients. Nous sommes des partenaires à part entière. À Berlin, la déflagration est brutale. Dans les couloirs feutrés de la chancellerie, l'ambiance n'a plus rien de maîtrisé. C'est la stupeur.
Les proches du chancelier refont la scène en boucle, cherchant l'instant précis où tout a basculé. Comment ont-ils pu être pris de court avec une telle ampleur? Un conseiller finit par lâcher, à demi-mot. « Nous avons mal évalué les Français. » Un autre ajoute, plus lucide encore, « Lecornu n'a rien improvisé. Il préparait ce moment depuis longtemps. » Très vite, les services allemands entrent en action. Chaque phrase prononcée à Bruxelles est disséquée. Chaque document brandi est examiné. D'où provenaient ces données sensibles sur les échanges commerciaux? Comment le premier ministre français maîtrisait-il avec autant de précision les discussions énergétiques confidentielles? Le patron du renseignement tranche, pragmatique. Nous avons en face de nous un stratège redoutable. Il va falloir repenser en profondeur notre manière de traiter avec Paris. La presse allemande, elle, ne ménage personne. Der Spiegel parle d'un revers sanglant pour Scholz. Die Zeit s'interroge sur la fin d'une ère de prééminence allemande en Europe. Nem Bild, rarement enclin à l'introspection, admet que le français a pris l'avantage. Dans les colonnes des journaux allemands, le ton change radicalement. Les commentateurs, contraints à une rare introspection, reconnaissent que Berlin a été dépassé sur le terrain diplomatique. L'un d'eux l'écrit noir sur blanc. Nous avons cru que notre puissance industrielle suffisait à imposer notre volonté. Lecornu vient de nous rappeler que la politique ne se résume pas à des excédents commerciaux. Ce qui déstabilise le plus la capitale allemande, ce n'est pas seulement la charge française, mais l'attitude de ses partenaires historiques. Les Pays-Bas, d'ordinaire alignés sur Berlin, prennent leur distance. En privé, Mark Rutte admet. Scholz a franchi une ligne. Lecornu a simplement remis les pendules à l'heure. Même Vienne, pourtant étroitement liée à l'économie allemande, laisse transparaître un malaise. Le chancelier autrichien le formule sans détour. L'Europe ne peut plus fonctionner sous la seule impulsion de Berlin. Cette érosion progressive des soutiens traditionnels inquiète profondément la chancellerie. Pour la première fois depuis des décennies, l'Allemagne se découvre isolée au centre du jeu européen. Très vite, l'affaire dépasse les frontières du continent. Les grandes chaînes internationales s'emparent du récit. La BBC consacre un reportage spécial à la déconvenue du chancelier. CNN décortique la nouvelle dynamique entre Paris et Berlin. Même Fox News, peu encline à suivre les subtilités européennes, parle d'un revers infligé à l'orgueil allemand. Aux États-Unis, la presse écrite s'en mêle. Le New York Times salue un retour de l'audace diplomatique française. Le Washington Post résume la séquence en une formule frappante. 3 minutes qui ont modifié l'équilibre européen. L'impact médiatique nourrit une vague d'analyses académiques. À Harvard, un professeur souligne « Lecornu illustre comment la finesse stratégique peut surpasser la seule puissance économique. » Au MIT, c'est la mise en scène et la gestion du tempo qui fascinent les spécialistes. Il a inversé le rapport de force avec une précision remarquable. Les marchés ne restent pas indifférents. Dans les jours qui suivent, la monnaie européenne se raffermit face au dollar, portée par l'idée d'une union moins dominée par un seul acteur. Les investisseurs y voient un rééquilibrage bénéfique. Un analyste londonien confie « Les marchés attendaient un contrepoids à la prééminence allemande. » À Paris, la bourse grimpe. Les entreprises françaises perçoivent cette séquence comme une ouverture stratégique. Cette intervention nous redonne de la marge de manœuvre, se félicite le dirigeant d'un grand groupe. À Francfort, l'ambiance est tout autre. Les milieux économiques s'interrogent sur ce nouveau rapport de force. Les représentants du patronat multiplient les échanges avec le gouvernement pour ajuster leur position. Un banquier influent reconnaît « L'environnement européen a changé. Nous devons nous y adapter. » À Bruxelles, le séisme produit des effets quasi instantanés. Les équilibres internes des institutions européennes commencent à bouger. La Commission, longtemps perçue comme proche des positions allemandes, nuance désormais ses prises de position. Même Ursula von der Leyen, pourtant issue de la scène politique allemande, adresse en privé un compliment mesuré à Lecornu pour avoir enrichi le débat. Au Parlement, les élus français relèvent la tête. L'un d'eux résume l'état d'esprit. Il a ouvert une brèche. Nous n'avons plus à accepter systématiquement les orientations venues de Berlin. Au Conseil, le climat n'est plus le même non plus. Charles Michel confie discrètement « Cette intervention a délié les langues. Désormais, contester l'Allemagne n'est plus un tabou. » 3 mois passent et les effets deviennent tangibles. Le financement européen de la défense, longtemps entravé, finit par être validé. Sur plusieurs dossiers industriels stratégiques, Paris obtient satisfaction. Même un diplomate allemand le reconnaît, avec lucidité. Les règles du jeu ont évolué. Nous devons composer,
pas imposer. Pour Olaf Scholz, en revanche, la facture est lourde. En Allemagne, sa cote de confiance plonge. Les enquêtes d'opinion le placent derrière l'opposition pour la première fois. Un quotidien conservateur titre sévèrement « Une Allemagne affaiblie face à Paris ». Au sein du SPD, les murmures se multiplient. Certains cadres envisagent déjà une alternative. « Il a perdu son autorité sur la scène européenne », souffle un responsable du parti. Comment peut-il encore négocier avec crédibilité? À l'opposé, la stature de Lecornu s'amplifie. Les invitations affluent depuis toutes les capitales. Chacun veut rencontrer celui qui a osé affronter Berlin sans trembler. Un diplomate français glisse. Il est devenu une figure centrale en Europe. Il symbolise le retour de l'influence française. Quelques mois plus tard, les historiens situeront ce moment comme un tournant. Non pas le triomphe d'une économie sur une autre, mais la démonstration qu'une initiative politique audacieuse peut redistribuer les cartes. Lecornu aura illustré qu'en Europe aussi, le plus petit peut défier le plus puissant. Ce face-à-face restera comme l'instant où l'Union a cessé d'être perçue comme dominée par un seul État pour redevenir un espace d'équilibre. Et tout cela s'est joué en 3 minutes d'assurance face à l'arrogance. Et pourtant, ce n'était qu'un début. Ce qui s'est joué ce jour-là dépasse largement le cadre d'un simple affrontement verbal. Dans les semaines suivantes, les lignes bougent en profondeur. L'équilibre institutionnel européen se redessine, presque imperceptiblement au départ, puis de manière évidente. À Washington, l'affaire n'est pas prise à la légère. Le département d'État réunit en urgence ses spécialistes de l'Europe. Lors d'un briefing confidentiel, le secrétaire d'État résume la situation. Lecornu vient de rebattre les cartes sur le continent. Nous devons envisager qu'un nouveau centre d'influence émerge à Paris. Du côté du Patagone, même réflexion stratégique. Si la France gagne du terrain face à l'Allemagne, cela modifie les paramètres de coopération militaire. Un haut gradé américain le formule sans détour. Lecornu paraît plus déterminé que Scholz sur les enjeux de défense. Cela pourrait influer sur nos alliances opérationnelles. Les agences de renseignement américaines actualisent leurs notes d'analyse. Un rapport interne conclut sobrement: Berlin n'est plus le seul pôle décisionnel en Europe. Paris redevient un acteur incontournable qu'il convient d'intégrer pleinement dans nos calculs. À Pékin, l'évolution est observée avec un intérêt à peine dissimulé. Pour certains diplomates chinois, une Europe traversée par une rivalité Paris-Berlin ouvre des marges de manœuvre. Lecornu représente pour nous une option différente dans les discussions commerciales, glisse l'un d'eux. Des invitations discrètes sont envoyées au premier ministre français afin d'explorer de nouveaux axes de coopération. Du côté du Parti communiste chinois, on estime que la France actuelle paraît plus pragmatique que l'Allemagne dans certaines négociations. À Moscou, la Russie teste avec prudence les nouvelles orientations françaises, espérant tirer parti de cette tension entre les deux piliers traditionnels de l'Union. Le tremblement venu de Bruxelles ne s'arrête pas aux frontières de l'Union. Sur le continent africain, les capitales observent attentivement ce basculement. À Dakar, le président sénégalais le formule clairement. Si Paris regagne de l'influence à Bruxelles, nos discussions avec l'Europe pourraient prendre une toute autre tournure. Plusieurs dirigeants africains y voient une fenêtre stratégique. L'ascension de Lecornu devient, à leurs yeux, l'occasion de revisiter certains accords conclus avec l'Union et d'en redéfinir les termes. Au Proche-Orient, la recomposition intrigue tout autant. À Tel Aviv, un diplomate glisse que le responsable français paraît plus attentif aux enjeux sécuritaires que son homologue allemand. Dans le Golfe, les Émirats arabes unis ne tardent pas à inviter officiellement Lecornu pour approfondir des coopérations inédites. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique latine ajuste elle aussi ses calculs. À Brasilia, on évoque la possibilité de passer par Paris pour accéder plus directement au marché européen. Buenos Aires partage cette analyse. Quant à Mexico, l'idée d'un sommet tripartite France-Mexique-Brésil circule. Manière élégante de réduire l'influence allemande dans les échanges transatlantiques. Cette extension mondiale du phénomène ne laisse pas Berlin indifférente, bien au contraire. Les diplomates allemands remarquent que leurs partenaires habituels s'adressent désormais plus volontiers à Paris. L'un d'eux admet, non sans amertume, « Notre rôle d'interlocuteur privilégié s'effrite ». La chancellerie tente de reprendre l'initiative en multipliant déplacements et déclarations. Mais le retentissement de l'épisode bruxellois continue de peser. Dans les milieux économiques allemands, l'inquiétude grandit.
Certains industriels redoutent que cette nouvelle image dynamique de la France ne profite à leurs concurrents. Les entreprises françaises capitalisent sur ce regain d'influence, reconnaît les dirigeants d'un grand groupe. Peu à peu, dans plusieurs régions du monde, les exportateurs allemands constatent que leurs parts de marché sont disputées plus agressivement par des acteurs venus de l'Hexagone. Le phénomène ne se limite plus à la géopolitique. Sur le terrain culturel, une dynamique inattendue émerge. Les centres culturels français à l'étranger voient affluer un public nouveau, curieux de comprendre ce « moment français ». Un responsable d'Alliance française le constate. Les décideurs et intellectuels veulent décrypter cette nouvelle posture de Paris. En parallèle, les instituts culturels allemands peinent à susciter le même enthousiasme. Dans plusieurs universités de renom, la langue française regagne du terrain, pendant que l'allemand recule discrètement. À Harvard, un enseignant en relations internationales résume la tendance. Le cornu a rendu à la France une aura qu'on croyait éteinte. Les milieux financiers suivent le mouvement. Les grands investisseurs réexaminent leurs choix sur le continent. Pour certains gestionnaires londoniens, la France propose désormais une voie alternative crédible face à Berlin. Les marchés ajustent leur position, augmentant leur exposition aux entreprises françaises. À Hong Kong, certains opérateurs évoquent déjà le cornu effect pour qualifier cette montée en attractivité. Les agences de notation adaptent également leurs analyses. La stabilité politique perçue de la France s'améliore, tandis que la position allemande est légèrement revue à la baisse. Un analyste explique « L'épisode a entamé l'autorité internationale de Scholz. 12 mois plus tard, le constat impressionne. La France s'est replacée au cœur du jeu européen. L'influence de Le Cornu dépasse désormais largement les frontières nationales et s'inscrit dans les grandes discussions mondiales. Un diplomate français aux Nations Unies observe « Il a su transformer une confrontation en levier stratégique. » À Paris, le président savoure l'évolution. En privé, Macron glisse « En quelques minutes, il a redonné à la France une visibilité que des années de diplomatie n'avaient pas obtenue. » L'idée de confier à Le Cornu des responsabilités internationales d'envergure commence même à circuler. Pour Scholz, en revanche, la trajectoire est inverse. Depuis l'épisode bruxellois, son crédit auprès de ses pairs s'est érodé. Un diplomate nordique murmure « Son autorité s'est effritée ». Malgré ses tentatives pour reprendre la main, l'opinion publique allemande se détourne progressivement. Les enquêtes le placent désormais nettement derrière l'opposition conservatrice. Un éditorial du Frankfurter Allgemeine tranche. L'Allemagne a vacillé face à Paris. Dans les rangs du SPD, les contestations deviennent ouvertes. Plusieurs figures du parti estiment qu'un nouveau leadership est nécessaire. Il ne peut plus porter la voix de l'Allemagne avec la même force, affirme l'un d'eux. À Berlin, la contestation ne reste plus confinée aux murmures. Une procédure interne visant à remettre en cause le leadership de Scholz commence à circuler. Dans les milieux industriels, l'impatience devient colère. Le président de la Fédération des industriels allemands s'emporte. Chaque faux pas diplomatique nous ferme des marchés. Cela se chiffre en milliards. L'isolement du chancelier n'est plus une impression. C'est un constat. Même les partenaires habituellement solidaires prennent leur distance. La Haye, Vienne, Copenhague choisissent la prudence. Un responsable néerlandais l'admet sans détour. Nous ne pouvons pas rester associés à une posture perçue comme affaiblie. Pendant que Berlin vacille, Le Cornu avance. Son agenda se remplit à une vitesse vertigineuse. Sommets, conférences, rencontres bilatérales. Il devient la figure montante que toute capitale veut accueillir. Le chef du gouvernement italien résume l'air du temps. Il symbolise une Europe qui se redéfinit. Au bout du compte, ces 180 secondes auront laissé une empreinte durable. Le Cornu aura prouvé qu'une combinaison de sang-froid et d'audace peut bousculer des rapports de force installés depuis des décennies. Quant à Scholz, il découvre à ses dépens qu'en diplomatie, l'assurance excessive finit souvent par se retourner contre celui qui en abuse. 2 ans plus tard, l'épisode continue d'alimenter analyses et débats. À Oxford, un programme entier est consacré à l'étude de ce moment Le Cornu dans les relations internationales. À Harvard, un séminaire dissèque la séquence comme exemple emblématique de stratégie diplomatique. Un professeur explique « Nous examinons comment une intervention brève peut modifier des équilibres globaux. » Les écoles de commerce s'en emparent également. À HEC, on présente désormais cette confrontation comme un modèle de renversement stratégique. Il a transformé une position fragile en avantage décisif. Jusqu'au Japon, où les analystes politiques y voient une leçon subtile.
Un expert compare la manœuvre à une partie de Go. Il a encerclé son adversaire sans qu'il s'en rende compte. Tokyo envisage même d'inviter Lecornu pour partager sa vision du leadership dans un cadre asiatique. À New Delhi, le dossier Lecornu circule au plus haut niveau. Narendra Modi observe avec attention la manière dont le dirigeant français a rebattu les cartes européennes. En privé, il glisse à ses conseillers « Il sait comment tenir tête aux puissances installées ». Rapidement, l'Inde organise une rencontre bilatérale d'envergure avec Paris, soigneusement pensée pour passer outre l'intermédiation allemande. Le message est subtil mais clair. Une nouvelle voie européenne existe. À Canberra, le signal est également reçu. Le premier ministre australien voit dans cette posture française une option crédible face à Berlin. Plusieurs accords sont conclus directement avec la France en laissant de côté les circuits allemands habituels. Séoul adopte la même logique. Pour un responsable sud-coréen, la France actuelle paraît plus à l'écoute de nos priorités stratégiques. Un partenariat technologique ambitieux est signé, sans participation allemande. Même Wellington s'inscrit dans ce mouvement. La Nouvelle-Zélande propose une coopération renforcée dans la zone Pacifique, incluant Paris, mais écartant Berlin. Son chef de gouvernement justifie ce choix. Lecornu incarne l'énergie et la clarté dont nous avons besoin. Dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient, l'accueil est tout aussi favorable. Riyad convie le responsable français à discuter d'un rapprochement énergétique approfondi. Un diplomate saoudien confie « Nous privilégions désormais le canal parisien ». Abu Dhabi va plus loin encore en esquissant un partenariat stratégique avec la France qui relègue l'Allemagne au second plan. Lecornu comprend mieux nos équilibres régionaux, affirme un ministre émirati. Doha organise à son tour un forum économique centré sur la coopération franco-qatarienne, sans grande place pour les entreprises allemandes. En Afrique subsaharienne, la dynamique s'étend. Accra envisage un accord commercial renforcé avec Paris. Nairobi invite Lecornu à inaugurer de nouveaux projets d'infrastructure. Le président kényan le formule ainsi « La France redevient un interlocuteur clé pour nous en Europe ». Même Pretoria, traditionnellement prudente, montre un intérêt accru pour ce partenariat. Des villes sud-africaines affichent leur confiance dans cette nouvelle orientation. Le Botswana et le Rwanda, eux aussi, multiplient les signatures d'accords bilatéraux avec la France. L'effet dépasse désormais les capitales pour gagner les grandes enceintes multilatérales. Dans les couloirs de l'ONU, la France retrouve une capacité d'entraînement qu'on ne lui prêtait plus depuis longtemps. Lecornu parvient à rallier plusieurs nations émergentes autour d'initiatives portées par Paris. Un diplomate africain le constate sans détour. Il crée du consensus avec une aisance que Berlin n'a plus. À l'UNESCO, le symbole est fort. Le candidat soutenu par la France l'emporte face aux favoris allemands. Au Fonds monétaire international, l'équilibre des influences se déplace progressivement. Un analyste basé à Washington résume la situation. L'image de Lecornu rehausse le poids de la France dans toutes les grandes institutions. Même la Banque mondiale ajuste ses priorités européennes en renforçant ses coopérations avec Paris. À l'Organisation mondiale du commerce, les propositions françaises gagnent en visibilité, parfois au détriment des positions défendues par Berlin. Son directeur général le reconnaît. La diplomatie française a retrouvé de la crédibilité. Sur le plan culturel, le phénomène est tout aussi perceptible. Les universités américaines voient leur département de français se remplir à nouveau. À Columbia, un enseignant explique. Les étudiants cherchent à comprendre ce tournant incarné par Lecornu. Dans les écoles de commerce européennes, les intervenants français sont de plus en plus sollicités. La langue de Molière regagne du terrain dans les cursus internationaux, là où l'allemand semblait dominer. Un linguiste de Cambridge résume avec une pointe d'ironie. Il a redonné aux Français une attractivité qu'on croyait réservée à d'autres langues. Même l'industrie du cinéma s'empare du récit. À Los Angeles, des producteurs flairent déjà le scénario idéal. Duel d'ego, tensions diplomatiques, retournements spectaculaires. Cette confrontation coche toutes les cases d'un grand thriller politique, glisse l'un d'eux. Une plateforme de streaming prépare d'ailleurs une série inspirée de l'ascension fulgurante du dirigeant français. Dans la mode, la capitale française retrouve une aura que certains disaient affaiblie. Les stylistes hexagonaux sont courtisés aux quatre coins du globe. Un grand nom du luxe résume « Ce moment a redonné un éclat particulier à l'image de la France ». Pendant ce temps, Milan et Berlin semblent perdre en visibilité face à ce regain parisien. Même la table française profite de cette vague. De nouveaux établissements ouvrent à l'international et les exportations de vin atteignent des sommets. Un chef étoilé sourit.
Tout ce qui porte l'étiquette française bénéficie de cette dynamique. Le sport n'échappe pas au phénomène. Paris décroche l'organisation d'événements majeurs et l'attractivité tricolore séduit les instances internationales. Un responsable olympique le confirme. L'énergie actuelle autour de la France attire. Jusqu'au Tour de France, qui étend encore davantage son rayonnement mondial. Pendant ce temps, outre-Rhin, la situation se dégrade. Incapable de tourner la page de l'épisode bruxellois, Scholz finit par annoncer son retrait. « Je ne peux plus exercer mes fonctions avec l'efficacité nécessaire », confie-t-il avec amertume. Son successeur hérite d'une tâche lourde, restaurer la crédibilité allemande. Ce dernier reconnaît lucidement, la prospérité ne suffit plus à garantir le respect. Berlin tente de rétablir un dialogue constructif avec Paris, mais les termes ont changé. Le Cornu insiste sur un principe clair. L'équilibre entre partenaires doit être réel. Les discussions franco-allemandes reprennent, mais cette fois avec une France en position d'initiative. 3 ans après ces minutes décisives, le paysage international n'est plus le même. Le Cornu est devenu une personnalité sollicitée dans les sommets et les grandes négociations. Un historien résume la séquence. Il a converti un court instant de détermination en influence durable. La France a retrouvé un statut majeur, non pas grâce à la puissance brute, mais par la maîtrise politique et la stratégie.